rappelé, dans ce magazine financier investi, une émission que nous prenons pour nous chaque semaine, le samedi à compter de 4h, que nous reprenons le dimanche matin à 9h et lundi soir à 9h30. Tout ça sur Radio Métropole, mais l'émission sera disponible sur YouTube, Profine TV, et nous sommes capables de regarder les leaders nous live pour le moment. Nous pourrons entrer dans le sujet, pas qu'à dire pas trop économique, mais nous sommes capables de dire, le problème de sécurité dans le pays a affecté l'économie. On a parlé de développement, ce n'est pas seulement l'économie, c'est toute science qu'on mettait ensemble. D'ailleurs, on dit que l'économie est très dominée par la psychologie. Qui est état mental que nous avons. Dernièrement, pendant le mois de janvier, nous avons parlé d'un indicateur que l'Université Michigan fait pour déterminer comment que les Américains voient la situation dans le pays. Lorsque ils disent ah, bah, pas bon, bah, décourageant, eh bien, ils ont dépensé moins, ils ont moins de consommation et ils peuvent affecter les produits intérieurs brut là. Mais les gens sont contents, ils vont prendre plaisir, ils vont sortir, et bien, il y a plus de consommation et il y a croissance économique dans le pays. Donc, je dis, il faut comprendre que la psychologie est très liée à l'économie. D'ailleurs, un psychologue qui prend un prix Nobel d'économie. Donc, je dis à un psychologue qui est très content de nous à partir de l'émission ça. Et pour nous comprendre que l'État-nation, et je dis à pays d'Haïti, très mauvais État, mais on parle de État. C'est État, on va parler de structure administrative, je ne gérer là. Nation, son concept, comment pour développer un pays. Je dis que une nation, c'est pas, on ne peut pas développer ça, on ne peut pas construire en quelques années. Il est capable de prendre 100 ans pour construire une nation. C'est culture qu'on développe dans un pays. Tandis que ça relève construction, l'État, structure administrative là, lui-même, on est capable de prendre en moins de temps. Donc, c'est combinaison ça de une nation, mounio, culture, comment ils veulent vivre ensemble, savoir vivre là, comment ils situer l'autre, et bien ça tout aussi important dans le développement du pays. Et je dis à me penser que ça ne va pas le temps de là, vraiment, son livre que Dame a écrit, qui parle de le bonheur d'être danois. Je ne vais pas être cynique pour me dire, mais les Haïtiens qui pensent comme ça, je dis, le malheur d'être haïtien. Ça ne fait dans le pays, ça, je ne construis. Parce que, quand je chante, c'est Kaye qui fait, nous pas moun encore. Parce que nous avons aussi des choses qui passent dans le pays, mes amis. C'est des choses qui sont graves. Comment pour moun arriver dans le point ça, pour moun pas faire rien? Il dit que si la Russie a bataille, comme capable de dire c'est des pays, il y a une bataille avec l'autre. Mais si c'est vous-même qui êtes dans le pays, vous ne pouvez pas faire rien. Pourtant, de la faire, mesdames, jeunes filles, ou encore de moun qui déplacé, qui vivent dans des conditions infrahumaines. Et quand même checker sur track ça tout, moun qui dirigé autour, qui prend responsabilité pour dire diriger le pays et pour attendre ça qui passe là. Je crois que je devrais porter ça le concept empathie. Comment pour comprendre aujourd'hui, faut nous retourner dans l'école. Et faut que même dans les émissions radio, télévision, toutes paroles qui sont sur les réseaux sociaux, nous avons le thème, de le débat, comment pour Haïtiens capables de vivre ensemble, comment pour Haïtiens pas traiter l'autre la même genre. Ce thème empathie, comme il parle en pile de la France, nous-mêmes nous connaissons bien influence pays ça en pile, même si nous avons indépendance nous quelques jours, et nous allons entendre des paroles là qui sont très très fortes, on nous suit ça, à savoir dossier du jour, et qui peut sortir un petit peu d'économie, mais si nous pas changer façon que nous comporter, nous traiter les gens dans le pays, nous vivre dans le pays, si nous pas écrit logiciel nous, c'est extrêmement grave. Entendez ça. BFM Business, la librairie de l'écho. Emmanuel Le Chypre. Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment, pas d'émission sur les livres sans auteur. Ils seront nos invités dans la première partie de l'émission. Et puis vous retrouverez nos critiques attitrés. Jean-Marc Daniel, Christian Chavagneux pour leur coup de cœur et leur coup de gueule. Et puis nos chroniqueurs aujourd'hui, Benaouda Abdedaïm avec sa moisson d'études glanée dans le monde entier. Et Marjorie Adelson, notre bibliothécaire, qui nous fera, elle, revivre la grande histoire des villes. N'oubliez pas tous nos comptes sur les réseaux sociaux, Librairie de l'Écho sur X, sur Facebook, sur LinkedIn, sur YouTube, pour avoir les extraits des émissions, les rediffusions des émissions, pour avoir toutes les références des livres dont on parle. Et tout de suite, place aux auteurs.
Alors je vous le dis tout de suite, ce sera la librairie de l'écho la plus feel-good de l'année, puisque nous vous proposons une émission pour exacerber nos sens, nos sensations, nos sentiments, pour nous fabriquer un monde plus agréable à vivre, plus bienveillant, mais aussi plus performant et plus riche de sens. Alors comment ? Eh bien, on va explorer deux voies. La première, c'est celle de la musique et du son. Nous entrons dans le siècle du son. C'est votre thèse, Michael Blumendil. Vous êtes fondateur de l'agence 6e Son. Vous êtes, il faut le dire, le compositeur le plus écouté au monde. Il y a 2 milliards de personnes qui entendent vos compositions chaque jour sur la planète. C'est bien ça ? Exactement. Voilà. Vous êtes créateur d'identité sonore pour plus de 400 marques dans le monde et vous publiez donc Le siècle du son aux éditions Débat Public. Et puis, la deuxième voie vers ce monde meilleur, c'est celle de l'empathie qui va être désormais enseignée à l'école en France, enseignement qui existe déjà au Danemark. Et vous n'êtes pas pour rien dans cet enseignement de l'empathie en France, Malin Ridal. Vous avez pratiqué, vous, la communication à très haut niveau dans des grandes entreprises. Et puis, vous avez décidé de bifurquer. Alors, vous aviez fait un livre qui avait fait sensation. Vous aviez été notre invité, Le bonheur d'être danois, où on apprenait tous les secrets de la cohésion danoise. Vous êtes aussi enseignante à Sciences Po et là, vous publiez L'empathie. Ça s'apprend aux presses de la Cité. On commence avec vous, Malin. Déjà, l'empathie, comment on peut la définir ? C'est quoi ? Alors l'empathie, il y a plusieurs sortes d'empathie. Donc on parle de l'empathie émotionnelle, qui est la capacité de comprendre l'émotion de l'autre. Il y a l'empathie cognitive, qui est celui qui est de comprendre les idées des autres. Et puis il y a la troisième forme, qui est une forme de l'empathie sociale, où on comprend un peu le dynamique dans un groupe. Donc c'est une intelligence émotionnelle, la capacité de comprendre soit l'émotion, les idées ou un contexte social. Alors, de manière populaire, on dit souvent, c'est de se mettre à la place de l'autre, ce que je conteste un peu dans le livre, parce que quand on se met à la place de l'autre, on se met justement à la place de l'autre et on n'est pas l'autre. Donc, ça peut amener à certaines incompréhensions. Alors, il y a une réflexion que vous entendez quand même tout le temps, c'est l'empathie, c'est quand même un truc de bisounours, ça sert à rien. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Je réponds tout simplement que c'est un outil d'apaisement et c'est un outil de compréhension et de vivre ensemble. Et notamment, quand on regarde dans les entreprises, après je vais parler de l'harcèlement à l'école, c'est que dans l'entreprise, on a 85% des gens qui disent gérer régulièrement des conflits. Ouais. 36% ils disent de manière très 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 fréquente ou constante. Et donc l'empathie, de donner le sentiment à l'autre d'être vu, compris et accepté, donne aussi ce qu'on appelle la sécurité psychologique pour que les gens osent poser une question, émettre une idée, avouer une erreur. Et c'est extrêmement important pour la performance dans l'entreprise. Et puis à l'école, évidemment, c'est un outil de réduction d'harcèlement à l'école, de créer de la compréhension et de l'acceptation des uns et des autres. Justement, parce que je n'avais pas mesuré à quel point les possibilités de mal se comprendre étaient énormes. Vous citez cette phrase de Bernard Werber dans l'Encyclopédie du savoir relatif et absolu, entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que je dis, ce que vous avez envie d'entendre, ce que vous croyez entendre, ce que vous entendez, ce que vous avez envie de comprendre, ce que vous croyez comprendre et ce que vous comprenez vraiment, il y a 10 possibilités qu'on ait des difficultés à communiquer. Ah bah ça c'est sûr, et on le voit, enfin, on voit les radicalités. Et au fond, j'ai écrit ce livre pour soutenir le projet de cours d'empathie à l'école, qui a été du coup, pour le coup, déployé en France maintenant. Mais je l'écris aussi parce que j'ai constaté quand même cette radicalité qui s'accentue partout. On est pour ou on est contre. Et on manque cruellement de la nuance. Mais dans pourquoi, la société. En France, on a ce déficit d'empathie ? Notamment parce que nous sommes issus d'un pays élitiste. Et donc l'élitisme, on est jugé très tôt, 7-8 ans, on est classé, on se compare. Et l'élitisme fait souvent, ça peut, il n'y a pas un accent mis sur le développement de l'intelligence émotionnelle, beaucoup sur l'intelligence. Vous dites que l'école française, c'est la compétition, c'est pas la coopération.
Il y a une forme d'individualisme qui se voit en France, notamment dans les votes et dans le comportement. Après, je pense que cette cohésion que l'empathie peut créer, notamment à l'école pour commencer, mais aussi ce qu'on voit et ce que moi je fais dans les entreprises, est précieux pour le fait de fonctionner ensemble et réduire les conflits et les tensions aussi dans la société. Alors ça marche parce que vous citez des enquêtes, par exemple, il y a 91% des élèves danois qui déclarent être en situation de bien-être général. Oui, et 95% qui disent se sentir acceptés comme ils sont. Et donc, c'est une bonne base. Le but des cours d'empathie, quand ça a été lancé au Danemark, quand on appelait ça l'heure de la classe, donc de pouvoir exprimer une émotion, de comprendre celle des autres, et faire, en fait, c'est de faire équipe, c'est de faire communauté, c'est de pouvoir vivre ensemble malgré nos différences. Et l'empathie, moi, je trouve, alors le côté bisounours, c'est parce qu'on l'associe souvent à une forme de chaleur humaine, mais en fait, l'empathie est surtout un outil intéressant quand on n'aime pas l'autre. Parce que c'est là où on va accentuer les conflits, la radicalité, même jusqu'à une haine qu'on peut constater dans la société. Et avec de l'empathie, c'est un vrai outil de voir, comprendre et accepter. Toute autre réaction, dans ce cas, radicalise encore plus l'autre, va accentuer les conflits et les comportements non désirés. Dans l'entreprise, puisque vous avez longtemps travaillé dans des grandes multinationales, vous avez vu les bienfaits aussi de cette approche. Ça se traduit comment ? Ça s'est traduit notamment par une meilleure performance, ça s'est traduit par une meilleure agilité. Et le fait, à nouveau, je reviens sur ce phénomène de sécurité psychologique qui est que les gens osent poser une question, émettre une idée et avouer une erreur. Donc évidemment, ça crée une cohésion, une fluidité, ça réduit les non-dits, ça réduit les conflits. Et donc, ça fait... La charge mentale, on dit 40% du temps d'un manager est occupé par les malentendus et les conflits. 40%. Et donc, on peut même à nouveau le rapporter à l'école. Si l'enfant a la tête pleine de peur d'être harcelé dans la cour ou d'être jugé par un système ou par une note, etc., mais la capacité d'apprendre n'est pas aussi grande. Et c'est le même effet que nous avons dans l'entreprise. Ça libère le talent, l'énergie et la performance d'une entreprise. Mais alors, il y a une critique qui est souvent formulée et que vous reprenez dans le livre, d'ailleurs, pour la contester, c'est cette idée que, finalement, est-ce que l'empathie, c'est pas trop privilégier le présent sur le futur, et est-ce que ça n'est pas non plus trop privilégier le cas unique au détriment de l'intérêt général ? Oui, j'en parle parce qu'il y a évidemment des arguments contre l'empathie qui seraient de dire que on a plus d'empathie avec des gens qui nous ressemblent. Et donc, on peut privilégier dans l'élan de l'empathie une personne au détriment de plusieurs personnes qui peuvent avoir plus besoin d'une aide, par exemple. Donc, il peut avoir quelques biais cognitifs par rapport à ses choix. Mais enfin, je pense qu'une fois qu'on a dit ça, le développer a plus d'avantages que des désavantages et des risques. On parle aussi de la manipulation. En fait, quand on comprend l'autre, on peut aussi le manipuler. Par cette compréhension, si je vous ai vu, je vous ai compris, je vais savoir peut-être mieux comment vous manipulez. C'est un autre argument, entre guillemets, contre. Mais de manière globale, les résultats sur l'empathie, que ce soit à l'école, que ce soit dans l'entreprise ou dans la société de manière générale, sont quand même largement positifs. Ce qu'on pourrait objecter aussi, Malin Ridal, c'est que le petit Danois, quand il rentre chez lui, il baigne aussi sans doute dans un environnement où cette culture de l'empathie est développée. Le petit Français, lui, quand il va rentrer dans sa famille avec son cours à l'école, est-ce qu'il va réussir à peut-être influencer sa famille ? Ça va être compliqué pour lui quand même. C'est un long chemin, mais c'est un bon début. Et bien sûr, on ne va pas y arriver du premier coup, mais je dis souvent, si 50% retiennent 50%, on est déjà mieux dans la société. Le fait de savoir identifier une émotion, savoir comment le réguler, savoir comment le communiquer derrière, si on ne sait pas l'identifier, si on ne sait pas le réguler, si on ne sait pas le communiquer, ça devient
de la colère, de la violence, par la non-compréhension de ses propres émotions. Et donc, le fait de comprendre, de dire je suis le contrôle, je n'ai pas le contrôle, comment je gère cette émotion? Là, je parle à l'école, mais je parle aussi des adultes. Il y a des adultes qui ne savent pas. Et donc, le fait d'avoir cette régulation, à nouveau, je reviens sur ce mot de la nuance, ce recul, de ne pas agir à chaud et vouloir absolument avoir raison dans tous nos points de vue. D'avoir une petite ouverture, d'avoir... j'appelle ça une petite douceur, mais ça ne va pas être compris par tout le monde, mais c'est-à-dire cette ouverture qui permet le dialogue. Et qu'on peut avoir une position pour quelque chose, mais tolérer qu'il y a d'autres personnes qui pensent autrement. Et c'est cette tolérance-là qui crée une vraie communauté, qui crée une vraie société avec une richesse. Le fait de s'engager, il y a une grande différence entre s'engager pour quelque chose ou être très occupé à s'engager contre. Le contre, en réalité, renforce ce qu'on n'en aime pas. Par le mécanisme de quand quelqu'un... Est-ce que la mentalité a changé? Est-ce que entre le moment où vous avez voulu défendre ces idées, l'accueil que vous avez reçu au départ en France, à l'école, etc., est-ce que vous avez vu le changement d'état d'esprit en peu de temps finalement? Alors, moi, c'est au moment où j'ai pris la double nationalité, quand j'ai pris le passeport français, j'ai décidé de m'engager dans l'éducation. Donc je me suis dit, on ne prend pas un passeport pour en avoir deux, on le prend évidemment pour s'engager dans le pays. Et j'ai eu quand même, dans les ministères avant Gabriel Attal, des non-réponses. Je n'ai pas été particulièrement ni entendu ni reçu. Et donc, ce changement-là, il est récent avec Gabriel Attal qui a voulu lancer ce projet en France. L'empathie va adoucir nos mœurs. Michael Boumendil, vous qui savez tout des effets de la musique sur notre psychologie, la musique, le son, ça rend notre vie plus vivable, plus agréable? D'abord, la musique, elle permet de réunir des gens qui croient qu'ils n'ont pas beaucoup de choses en commun. Regardez, quand vous allez à un concert, votre voisin, il n'a peut-être pas la même opinion politique, il n'a peut-être pas la même origine, il n'a peut-être pas les mêmes convictions, la même façon d'aimer. Et pourtant, vous allez vibrer à l'unisson. La musique et peut-être le sport sont deux rares sphères de nos vies où on peut encore se rencontrer, se mélanger, même si on ne se connaît pas. Mais alors, ce 21e siècle, ça va être beaucoup plus que ça. Michael Boumendil, c'est ce que vous expliquez en disant le 21e siècle présente une combinaison inédite de facteurs qui donnent au son et à la musique une puissance qui sera plus forte que celle des mots et des images. Oui, alors il y a des facteurs positifs et des facteurs négatifs. Si je commençais par le négatif, je dirais que la force des mots en a pris un coup ces dernières années. D'abord parce que dans le domaine de la communication des marques, comme dans la communication politique, il y a des mots qu'on a beaucoup galvaudés et qui aujourd'hui sonnent creux. Ils ne devraient pas, mais ils sonnent creux. Sous l'angle toujours du mot, le mot n'est pas universel. Là, on se parle en français. Moi, la moitié des audiences, vous citiez le fait qu'on a au moins 2 milliards de personnes par jour qui vous entendent. La plupart ne parlent pas français, mais intrinsèquement, ils parlent le langage du son et de la musique. Donc le mot n'est pas universel, n'est pas aussi puissant. L'image, on l'a beaucoup manipulée. Elle aussi, on l'a galvaudée et on lui a fait perdre une bonne part de sa crédibilité. Sans compter qu'on est au début de la production d'images à l'intelligence artificielle qui elle-même va faire douter de la sincérité et de la véracité de l'image. Oui, mais on n'a pas ce problème au son. Pourquoi? Parce que en quoi le son est-il plus vrai? En quoi le son ne nous berce-t-il pas d'illusions ou ne nous induit pas en erreur comme des images trafiquées? Alors ça nous amène à la première partie de votre question. Quels sont ces phénomènes uniques qui se rencontrent aujourd'hui? D'abord, on est tous, en tant qu'humains, déjà formés au son par le simple fait qu'on est passé un certain temps dans le ventre de nos mères. Et c'est une expérience très sonore. Ouais. On est éduqué au son à partir de ce moment-là. Et l'éducation au son, pour une bonne part, elle est universelle. Le bruit d'un verre qui tombe, le bruit d'un oiseau, le bruit d'un cœur qui bat, tout ça, c'est universel. Ce qui vient compléter cette formation et qui devient aujourd'hui universel, et c'est ça qui est assez nouveau, c'est ce que la technologie nous permet. Faisons court. Il y a 100 ans, la musique, c'était un divertissement bourgeois. L'accès à la musique n'était pas permanent. Il était cher, il était donc réservé à un certain type de population.
je pourrais faire long là-dessus. Aujourd'hui, l'accès à la musique, c'est permanent, c'est gratuit ou quasi gratuit, et ça s'adresse à tous. Les différences qui existaient entre les riches, les pauvres, les urbains, les ruraux, cette différence a fini d'exister. Moralité, si vous savez utiliser le son et la musique, si vous savez à quoi ça sert et comment en faire presque un levier de pouvoir, alors votre capacité à parler aux gens et aussi à les influencer, celle qui arrive dans ce siècle du son est absolument unique. Alors, il faut rappeler, hein, vous êtes créateur d'identité sonore. Donc, quand les plus de 400 entreprises, dont toutes les beaucoup de boîtes du CAC 40, etc., et dans le monde entier, qu'est-ce qu'on vous demande quand on vous contacte Alors, on m'a demandé des choses, mais aujourd'hui, ce qu'on me demande, c'est en fait comment utiliser le pouvoir du son pour être plus proche de ceux à qui je m'adressais et finalement remporter plus de succès. La façon dont on s'habille, on le sait bien, influence la perception que les autres peuvent avoir de soi. La façon dont on s'habille d'un point de vue sonore a un impact de plus en plus fort sur 2-3 choses très simples. La capacité qu'on a à comprendre les marques, la capacité qu'on a à les aimer, la capacité qu'on a à les préférer. Or, une des bases du défi économique, c'est d'être préféré. Donc voilà à quoi doit servir le son. Donc vous dites un des avantages compétitifs aujourd'hui d'entreprise, c'est vraiment d'avoir une identité sonore que tout le monde va reconnaître. Vous avez des exemples à nous citer comme ça ? Alors, on peut prendre des exemples. Nous, on a effectivement presque l'essentiel de notre activité en dehors des frontières françaises. Nous, on mesure, par exemple, on s'occupe d'une grande marque américaine qui s'appelle Merrell, qui est une sorte de spécialiste du sport, des vêtements sport, des chaussures de sport. On a juste mesuré qu'un film fait avec notre approche et un film tel qu'il l'avait avant, sur la perception de la marque et sur la capacité à créer de la préférence, la valeur qu'on a créée est absolument phénoménale. Pourquoi ? Parce que, par exemple, aujourd'hui, les jeunes, dans beaucoup de pays, la Gen Z ne veut pas lire. Deuxièmement, elle se forme comment ? D'ailleurs, elle s'informe comment ? De plus en plus, par exemple, sur TikTok. TikTok, c'est un média dont l'empreinte principale est le son. Si vous pensez qu'en expliquant avec des mots, ou avec des sous-titres, ou avec des images, vous allez laisser une empreinte forte sur TikTok, vous vous trompez. L'empreinte, ce avec quoi les gens repartent sur TikTok, c'est du son. Alors, 2 possibilités. Soit vous prenez des musiques existantes, des musiques de stock que tout le monde retient, mais les gens vont partir avec ça. Soit vous bâtissez votre propre vocabulaire, et quand ils partent avec ce son, ils partent aussi avec ce que vous êtes. Vous avez créé les sons de la Coupe du Monde de rugby, notamment. Vous avez créé les sons de la SNCF. Oui. Donc, par exemple, c'est quoi les sons de la SNCF ? Vous le chantez ou je le chante ? Le tout, c'est vous. Bravo, ça ? absolument. C'est vrai que moi je l'adore. Bon. Ouais, mais c'est une invitation. Non, mais là vous avez raison, c'est que c'est extrêmement puissant. C'est-à-dire que quand on entend ça, c'est une invitation au voyage. Alors, deuxième chose. Oui. La première chose, vous avez raison. Mais la deuxième chose, ça dit à quel point la SNCF est une entreprise différente. À quoi il ressemble ce son ? Quand on fait des études, les gens disent qu'il ressemble à la SNCF. Il a une unicité. Pourquoi est-ce qu'une entreprise, ici on est dans un lieu où on parle économie ? Un des grands défis de l'existence d'une marque dans l'économie, c'est d'être perçu comme étant unique. C'est d'exister. Un entrepreneur, souvent, une des premières choses qu'il va faire, c'est donner un nom à sa marque et lui donner un logo. Aujourd'hui, on peut montrer qu'une identité sonore peut aller bien plus loin parce qu'elle a cet engagement émotionnel dont vous parliez tout à l'heure, qui a une capacité d'influence sur les gens terriblement performante si vous faites bien les choses. Et comment vous, après, vous digérez tout ça et comment vous créez ? C'est quoi vos secrets de fabrication, en fait ? Le vrai secret Vous travaillez comment Le vrai secret de fabrication, c'est de ne pas se tromper de sujet. Le sujet, ça n'est pas de faire une musique qui soit belle, qui soit agréable. Le sujet, c'est de faire, allez, permettez-moi, 6 choses. La première chose, de faire quelque chose de suffisamment unique pour qu'elle aide à bâtir la notoriété de la marque. Que cette notoriété soit suffisamment spécifique pour créer de l'attribution, c'est-à-dire que non seulement on vous connaisse, mais on vous reconnaisse. La troisième chose, c'est dans un monde concurrentiel, faire de la clarté. Le jingle de la SNCF, et je suis content que vous l'adoriez, il dit de la SNCF des choses très simples. La SNCF, c'est simple, il y a une dimension humaine, c'est fluide, c'est pour tous. La quatrième chose, c'est de permettre d'avoir de l'attention. Le monde d'aujourd'hui, c'est un monde où on n'a pas d'attention et on n'a notamment pas de temps à donner aux marques.
Si une marque n'a pas l'attention de ses publics, elle ne peut pas exister. Quand elle fait une communication, si personne ne regarde la pub, elle sert à rien. Le son, c'est un facteur d'attention. Et puis le dernier point, on peut prouver sans grande difficulté que si votre identité sonore est bien pensée et bien faite, elle génère de l'engagement, donc de la préférence. Le secret de Sixième Son, mon secret à moi, c'est de ne pas me tromper de sujet. C'est d'avoir de l'avance dans la vision de ce qu'est la marque et ce, finalement, pourquoi elle doit être aimée. On rend ça clair à travers le son et la musique. Mais quand vous présentez vos créations à vos clients, vous arrivez avec 3 propositions. On s'est occupé de McKinsey, qui est le plus grand, qui est un des plus grands. Il y a une musique McKinsey. Voilà. Et on pourra en faire, on pourra en parler. Mais on n'a présenté qu'un seul projet. Ils nous ont présenté leur stratégie de marque. On l'a trouvé très claire. On leur a dit il n'y a pas besoin de travailler sur des alternatives. On leur a dit voilà c'est ça. Et à leur grande surprise, ils nous ont dit c'est bizarre ce que vous avez fait, mais c'est nous. Quand un client vous dit que c'est bizarre, vous avez le début de la vérité. Parce que si ça n'est pas bizarre, ça n'est pas unique, ça n'est pas spécifique, et vous vous trompez de sujet. Alors parfois, on parle de stratégie musicale. Il n'y a pas de déterminisme. S'il y a une stratégie, il peut y avoir différentes voies. Donc on va explorer la voie A et la voie B parce qu'on y croit. On a parlé business. Alors s'il y a un aspect quand même sur le côté aussi intergénérationnel. C'est-à-dire que dans l'universalité de la langue, il y a aussi l'universalité des âges et des générations. Aujourd'hui, on a la capacité, avec ce monde qui se musicalise, de tenir parfois des langages, je dirais, de nature universelle, si on le souhaite, ou de faire des choses très segmentées. On s'occupe là d'une marque de cosmétiques qui est très globale. On fait nos tests et on se rend compte qu'on arrive à être perçu comme on le veut par les Chinois, par les Français, par les Anglais, par les Brésiliens, qui sont les 4 marchés principaux. Et alors qu'on a tous des cultures très différentes. Mais ça, alors pour le coup, chez Sixième Son, on a cette culture internationale qui est très forte. D'abord, une bonne partie de l'équipe est... Mais vous dites le même son parle de la même manière à toutes les cultures. Mais je vous dis ça parce qu'on a 30 ans d'expérience et qu'on a fait énormément de travaux internationaux. On sait là où il peut y avoir des tensions de perception et là, il n'existe pas. Et la deuxième chose, c'est si je veux m'intéresser spécifiquement à une tranche de la population ou si je veux m'adresser très spécifiquement à un âge, alors aujourd'hui, je peux le faire parce que j'ai cette capacité de segmentation. C'est un métier. Ne nous trompons pas, nous, on n'est pas des artistes, on est des artisans au service du succès des marques. Alors, on a parlé business beaucoup, mais il y a d'autres aspects finalement de vos créations musicales. C'est tout l'aspect presque pédagogique, j'ai envie de parler. Et vous travaillez notamment sur les sons destinés à alerter les populations, par exemple, en cas de risque par exemple, le risque incendie. Je crois que vous travaillez avec la Californie, notamment. Alors exactement. La Californie, malheureusement, est souvent soumise à des feux dévastateurs. Ils avaient mis en place une application pour informer les gens et les notifications, en fait, ne disaient pas simplement urgence. Elles disaient urgence comme toutes les autres applications le disaient. Or, on comprend bien que l'urgence de valider un paiement n'est pas exactement de même nature que l'urgence de « il faut évacuer votre maison, le feu arrive ». Donc en fait, on a inventé pour eux un vocabulaire de notification qui va faire comprendre aux habitants de la Californie le niveau soit d'information, soit d'alerte et donc d'urgence qu'il faut avoir. Oui, le son, il est dans nos vies. Vos maisons, votre cafetière, votre frigidaire, votre machine à laver, votre télévision, votre voiture, tout ça, ça fait du son. Changeons l'approche. L'enjeu n'est pas d'avoir du son pour la seule fonction. Rien n'est seulement fonctionnel. Dans tout, il y a à la fois de l'émotion, de la fonction et de la marque. Comprenons-le, faisons-le bien, et c'est de cette façon-là qu'on pourra tirer profit, nous, en tant qu'êtres humains, et les marques en tant qu'acteurs économiques, on pourra tirer profit du pouvoir du son et de ce siècle du son. Un monde dans lequel il y a finalement plus de sens pour tout, quoi. Plus de son, plus de sens avec le son, plus de sens avec finalement l'empathie. Tout ça, ça nous dessine quand même un monde plutôt agréable. Plus agréable, ça c'est sûr. Et surtout, je l'ai dit au début parce que c'est très important, vous l'avez dit, plus efficace, en même temps plus efficace, plus performant. C'est quand même 2 canaux assez intéressants. Je pense que c'est important en tout cas de le souligner parce que évidemment, moi j'ai envie d'avoir plus d'empathie parce que je pense que c'est la bonne manière de fonctionner ensemble dans le monde. Parce que ça rend aussi les gens heureux
les gens qui font preuve d'empathie, ça les rend aussi heureux. Mais il y a une partie de la population qui veut bien entendre ça, mais en fait, le fait ça a été documenté et prouvé, le lien avec une meilleure performance, ça ouvre à un public plus large, parce que c'est un intérêt notamment dans le monde de l'entreprise, mais aussi à l'école. On a envie que les enfants réussissent et qu'ils sont meilleurs à l'école, qu'ils sont meilleurs en maths, qu'ils sont meilleurs dans d'autres matières. Et en fait, cette intelligence émotionnelle, ce savoir de l'empathie aide aussi à augmenter la performance. Merci beaucoup à tous les deux. C'était passionnant ce voyage dans vos deux univers. Malin Ridal, l'empathie, ça s'apprend aux éditions des Presses de la Cité. Et puis Michael Boumendil, président de 6e Son, le siècle du son. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de l'émission. Moi, je souhaité que vidéo nous regarder là, nous entendre là, tu as parti me pas annoncer qui est extrêmement important tout, l'importance de la musique, ça rentre là-dedans tout. Quel type de musique vous attendez capable de déterminer le niveau de violence qu'on prend dans la société à tout. Et moi, je souhaité que partie vidéo ça que tu as directeur l'école yo, professeur capable de garder nécessité pour un changement de curriculum et de contenu fait. Je dis avec l'internet, intelligence artificielle. Nous ne pouvons pas continuer à faire l'école, je ne fait pendant 50 dernières années encore. Non? Parce que tout le monde apprend différemment, quelques mathématiques, une série de bagages. Donc, il y a une série de cours, psychologie, nous avons parlé tout à l'heure là, pour entrer, l'intelligence émotionnelle, il faut entrer dans l'école, oui. Parce que c'est à la base pour commencer à construire. Pour pied, bois, monter. Si base n'est pas bon, c'est extrêmement difficile pour lever plus haut possible. Donc, nous croyons que ça nous tendait là, extrêmement important. La gestion des conflits, nous ne pouvons pas faire. Nous ne sommes pas d'accord avec un dialogue. Il a parlé de coopération et la compétition. Dans le monde économique, nous parlons de la coopétition. C'est pas parce que nous sommes en compétition avec une entreprise ou avec un monde que nous obligons tout à fait dans une bataille. Nous sommes coopérer avec eux. Ce terme coopétition, coopérer dans la compétition, est nécessaire pour nous entrer dans la bataille. Donc, gestion de conflits dans les entreprises, où on insiste en pile sur l'école, harcèlement, gens que pas un monde dans la vie, pas son jour qui est arrivé dans l'école. Soit étape nuit pour un bagage, soit étape harcelé. Donc, ce qui signifie que faut commencer à changer la façon qu'on a fait l'école dans le pays, comment on a géré le conflit. Quand on terme utilisé très important, la sécurité psychologique. Je vous dis, on a parlé de qui ça? On a parlé de sécurité physique, kidnapping, on a parlé de sécurité alimentaire, mais sécurité psychologique là, mais des concepts pour nous entrer, pour nous capables de comprendre la nécessité pour nous gérer la tolérance. Et tout ça, ça m'a demandé, ça relève le capital social. Émission, ça, c'est une émission qui parlait de l'argent, de finances, les capitaux, l'argent. Mais on n'est pas capable de faire l'argent si on paquette notre capital pour mettre ensemble. Avant d'arriver à rendement en dans business, il faut un capital humain. Capital humain, c'est l'éducation que lié. Comme monsieur Gary Baker, un économiste américain qui est venu avec thème ça pousser. Il faut investir dans l'individu, le capital humain. Je dis, l'année dernière, nous avons fait un sommet finance, nous parlons de financer l'économie et l'écologie, le capital naturel. Si l'environnement est en mauvaise condition, on va les changements climatiques, Haïtiens pas comprendre ça pour comprendre ça, c'est un gros danger que vous représentez. Le capital naturel, l'environnement, il faut nous protéger légalement. Mais on est capable de dire capital qui est plus important pour capable assurer tout le capital, c'est le capital social. À savoir vivre avec les autres. Le logiciel là, c'est ça lié. Nous avons utilisé le software là. Il dit comment traiter les gens financièrement, comment nous distribuer richesse dans le pays. Si il y a 1% de la population qui contrôle la majorité de la richesse là, pour quitter masse là lui-même sans rien, son crivo là, ou travail pour lui. Capital social là, il est trop faible. Il y a un gros déficit de capital social. Penser à l'autre, l'empathie en quelque sorte. Donc nous voyons que rentabilité, rendement dans un pays, parler de valeur ajoutée, de richesse, ou pas capable de faire sans renforcer le capital social. Et nous entendons également, on dit dans l'émission, particulièrement le son, le pouvoir du son qui va dominer dans le 21e siècle. Donc, j'espère que nous apprendre un pile de lui-même et pour nous être capable d'avancer. Nous allons finir avec un autre Diegui, parce que nous rappelons en décembre 2022, nous avons fait un ensemble d'émissions sur le Qatar pour nous parler de soft power, pour nous démontrer que le football, là, ça représente dans le monde aujourd'hui. Eh bien, aujourd'hui,
pays qui moins riche entré très très fort dans le football là. Donc il y a un changement qui a fait dans le football mondial là. Nous voyons que Qatar, c'est une exception que le dit. Bon, bien sûr, c'est en Afrique du Sud, mais Qatar fait une plus belle Coupe du Monde. Et nous avons dit l'argent que vous gagnez, il a changé de donne en quelque sorte. Et bien l'Afrique commence à entrer dans la ligne ça. Et Haïti qui paye le football, mais la République dominicaine a calé sérieusement ce jour-ci, parce qu'il y a plus de stabilité, il y a conseil d'avantages qui peuvent être obtenus. Mais moi, je dis qu'on ne peut pas là. Il y a une possibilité pour faire une Coupe du Monde dans le pays qu'on a cafio avec l'Amérique centrale. Possibilité ça existait. Et si que l'arrivée qu'il y a une Coupe du Monde, nous pas même un stade pour nous recevoir un match, pour Jamaïque, pour la République dominicaine, pays baseball, parce que nous pas créé conditions en quelque sorte. On a entendu comment Coupe d'Afrique des Nations qui a fait là dans le pays Côte d'Ivoire, et même choqué. Je ne sais pas si sportif, mais Haïtiens nous disent, nous avons une discrimination nous fait. Si c'était Coupe d'Europe, vous avez un pays à chauffer dans la Coupe d'Europe. Coupe du Monde, ne parlons pas. Les gens qui semblent avec nous, côté de sortie, a fait Coupe d'Afrique des Nations, même pas aucune grosse discussion qu'a fait dans la rue, même pas aucun gros média haïtien qui a fait Coupe d'Afrique. Alors que mes amis, c'est les gens qui semblent avec nous, côté de sortie. Mais on a le temps de comment l'Afrique entrer à faire football ça aujourd'hui pour que le pral fait un développement et pays Côte d'Ivoire dépenser plus qu'un milliard de dollars dans la Coupe d'Afrique ça, investissement qu'a fait dans l'infrastructure, investissement qu'a fait dans le stade, il a construit 4 nouveaux stades et mettez route et 1 milliard de dollars ça espérer pour le une croissance économique. Entendez ça. Grosse ambiance, Romain Grandjean, bonjour. Bonjour. Merci d'être sur ce plateau ce matin, ancien journaliste à Jeune Afrique. Vous avez fondé 35 degrés Nord, qui est une agence de communication stratégique spécialisée sur l'Afrique, un continent qui vit depuis 2 semaines et demie maintenant au rythme de la CAN, 34e édition, un mois de compétition en Côte d'Ivoire pour la 2e fois de son histoire. La fois précédente, c'est en 1984. Ça date. On n'est pas là pour parler forcément des performances des éléphants, quoique on y reviendra peut-être, un parcours assez dingue sur cette édition. Mais c'était la CAN de tous les enjeux. C'est la CAN, une CAN sans faute jusqu'ici pour les organisateurs ? Jusqu'à présent, ça se passe plutôt bien. On est à la moitié de la compétition et la route est encore longue. Il y avait en tout cas beaucoup de pression pour les organisateurs, un enjeu politique fort. Le président Ouattara lui-même avait même dit « Je veux que ce soit la CAN la plus réussie de l'histoire ». Tout simplement, ça vous fixe un peu une ambition. Pour ça, il a placé des hommes clés. Le Premier ministre, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, eh bien, la compétition lui est directement rattachée. Ça aide pour des fast-track, pour des décaissements, pour des prises de décision rapides. C'est lui, le Premier ministre, qui avait organisé, qui a permis l'organisation des Jeux de la francophonie en 2016. L'enjeu politique était donc extrêmement fort, doublé par un enjeu économique aussi, 1000 milliards de francs CFA qui ont été investis directement par les autorités, 4 stades flambant neufs, des routes, des centres d'entraînement, des ponts, des échangeurs. La particularité aussi, c'est que ça ne concernait pas uniquement Abidjan, puisque les 4 autres villes organisatrices ont elles-mêmes été dotées d'infrastructures. Maintenant, Pauline, pour faire Bouaké-Korogo, que vous faites souvent, c'est l'autoroute. Ça aussi, c'est un effet CAN. Autre enjeu, l'enjeu touristique. Et là aussi, beaucoup de pression. Le président Ouattara dit « Je veux que mon pays devienne l'un des 5 pays les plus visités d'Afrique ». Sachant que ça, il l'avait dit avant la CAN. Ça rentre dans le cadre d'un plan qui s'appelle Sublime Côte d'Ivoire. Pour l'instant, c'est plutôt réussi. Le tourisme, c'est des hôtels, c'est des restaurants, c'est des transports. Pas de problème sécuritaire non plus ? Non, ça se passe bien. C'est plutôt verrouillé, plutôt ficelé. Le triptyque entre le pays hôte, la COCAN et la CAF, la Confédération africaine de football, fonctionne plutôt bien, même si parfois ça verrouille un peu le nombre de places, là où on peut se mettre. Mais pour l'instant, ça se passe bien. Au niveau de la sécurité, sans problème. Au niveau de la billetterie, il y a eu quelques soucis au début de compétition, mais maintenant c'est réglé. Au niveau sportif, le rendez-vous est là. Avec des matchs d'anthologie, des parcours incroyables, notamment le Cap-Vert. 89 buts sur cette première phase de poule. Ça fait une moyenne de 2,5 buts par match. Et puis des équipes plus petites, vous citez le Cap-Vert, la Mauritanie, qui font le job et qui bousculent un peu les équipes établies.
aux dépens parfois de la Côte d'Ivoire. Mais sur le plan sportif, c'est plutôt réussi. Sur le plan d'organisation, c'est plutôt également réussi. Il y a quasiment un sans faute. Allez, seul bémol, la trajectoire sportive de l'équipe de Côte d'Ivoire. On l'a vu avec l'humiliation la semaine dernière contre la Guinée équatoriale, 0-4. Hier soir, on a eu chaud, on parle de résurrection, le vocabulaire mystique remonte vite et on se rend compte que le vernis, il peut se craqueler un peu finalement si la Côte d'Ivoire n'est pas au rendez-vous des attentes sportives. Dès que ça va moins bien, finalement, les tensions, les acrimonies, les rancœurs remontent. C'est un peu comme la croissance économique dans le pays. Si vous n'avez pas 6 ou 6,2% annuel, c'est là où les difficultés remontent, comme si finalement la Côte d'Ivoire était condamnée à être qualifiée en quart de finale, à minima. Pour les autorités ivoiriennes, il y a, vous les avez évoqués brièvement, des enjeux nationaux, régionaux, voire internationaux. Alassane Ouattara, 12 ans au pouvoir, on est à quelques mois de la présidentielle en Côte d'Ivoire. Rien de tel qu'une CAN, si elle se passe bien, pour s'offrir une popularité record. Tout à fait, parce qu'une CAN, c'est maintenant plus uniquement une compétition sportive, c'est un levier d'influence et de puissance. On l'a vu sur 2-3 points. La visite du secrétaire d'État américain la semaine dernière, une tournée en Afrique de l'Ouest. À peine avait-il posé le pied sur le tarmac ivoirien qu'il a été extrait et mis dans un stade de foot. C'est la diplomatie du ballon rond. Autre exemple, les eurobonds qui ont été signés, prescrits la semaine dernière. C'est la première fois qu'un pays d'Afrique, après le Covid, se retourne sur les marchés financiers en prévoyant de lever 2,5 milliards d'euros. La Côte d'Ivoire surfe un peu sur cette diplomatie du ballon rond. Et puis, la Côte d'Ivoire, Pauline, la CAN, c'est un formidable outil d'influence et d'image. Vous l'avez dit, 5000 journalistes sur place qu'il faut traiter. Ce sont autant de vitrines de l'organisation du pays. Et puis maintenant, il y a des dispositifs un peu plus complexes qui existent, des influenceurs, des influenceuses qui accompagnent les matchs, qui font la promotion, soit des marques, soit des sponsors, soit du pays hôte. Ça aussi, c'est nouveau. On a même vu le pays de la prochaine organisation, le Maroc, qui va organiser ça l'année prochaine et qui a envoyé lui-même des influenceurs et des influenceuses pour aller dire, ça se passe très bien, mais l'année prochaine, c'est chez nous. Ça se passera encore mieux l'année prochaine. Exactement, ce dispositif-là, il est intéressant. Autre enjeu pour Alassane Ouattara, dont on rappelle qu'il est en campagne électorale, et pendant ce temps, on parle assez peu de politique, puisque le foot écrase tout. Le message envoyé dans la région, regardez-moi, je suis une puissance régionale. Il y a quelque chose qui illustre très bien ce que vous dites. C'est un clip, un vidéoclip, un petit film qui a été publié ce week-end et qui s'appelle « Côte d'Ivoire, venez voir ». C'est un clip promotionnel qui donne les mérites des infrastructures en Côte d'Ivoire, de la puissance économique en Côte d'Ivoire. Quelque chose d'intéressant, c'est de voir que finalement, ce n'est pas le ministère du Tourisme qui a envoyé ce clip, ce n'est pas la primature, c'est le président Ouattara himself sur son compte X qui a publié cette vidéo, comme s'il donnait finalement une sorte d'héritage. Regardez tout ce qui a été fait, maintenant la route peut continuer. La CAN, c'est un enjeu politique. Et puis, on a vu un spectateur assez peu commun à Abidjan la semaine dernière, Anthony Blinken, le patron de la diplomatie américaine, qui est venu voir un match. Ça aussi, c'est un adoubement pour la puissance ivoirienne. Alors, la visite n'était pas uniquement en Côte d'Ivoire, ça faisait l'objet d'une tournée en Afrique de l'Ouest. Il se trouve que cette visite en Côte d'Ivoire à Abidjan a été particulièrement réussie, justement parce que Alassane Ouattara sait aussi que Anthony Blinken, c'est un amoureux du foot, du ballon rond, et que ces matchs de foot ont été utilisés pour que ça se passe encore mieux. Donc oui, la CAN et la Coupe d'Afrique des Nations, ce n'est plus uniquement un levier sportif, c'est un levier de puissance médiatique, de puissance économique, de puissance diplomatique et de puissance politique. On l'a dit, 1,5 milliard de dollars dépensés pour préparer cet événement à grand renfort de grands travaux, vous l'avez dit, 4 nouveaux stades. Et à chaque fois se pose la question des retombées, de ce que vont devenir ces infrastructures sportives après la fin de la compétition. Et est-ce que ces supporters, ces citoyens vont vraiment bénéficier de cette manne économique ? Oui, il s'agirait de ne pas transformer ces éléphants en éléphants blancs. Vous connaissez cette expression, des infrastructures souvent olympiques ou sportives qui sont laissées à l'abandon. On l'a vu par le passé dans d'autres pays hôtes de la CAN. Dans d'autres capitales ou dans d'autres pays hôtes de la CAN, en Afrique ou ailleurs. Et donc maintenant, le plus dur reste à faire. C'est-à-dire que pour la première fois, j'ai l'impression que cette Coupe d'Afrique des Nations n'est pas une finalité, mais le début d'une histoire.
Et pour ça, il faut remplir les pages de l'histoire. Il faut aller sortir, il faut aller signer ou nouer des partenariats avec des institutions sportives, avec des fédérations. Pour ça, il y a un modèle en Afrique que vous connaissez, c'est le Rwanda. Alors, si ce modèle rwandais d'aller chercher des signatures, d'aller chercher des partenariats dans le sport existe en Afrique de l'Est, peut-être qu'il pourrait exister également en Afrique de l'Ouest, en Côte d'Ivoire. Si ça ne fonctionne pas sur les institutions sportives, vous avez d'autres secteurs qui peuvent être intéressés, la culture, la religion, pourquoi pas. Il faut maintenant aller habiter ces infrastructures sportives, donner une âme à cet engouement et continuer le momentum. Finalement, est-ce que cette CAN ne serait pas le début d'un deuxième miracle ivoirien ? On connaîtra aujourd'hui les derniers qualifiés pour les quarts à l'issue des matchs Mali-Burkina, Maroc-Afrique du Sud. Je ne vais pas vous demander votre pronostic, mais vous le disiez, si pour les Ivoiriens la compétition s'arrête samedi, ça va se compliquer. Et bien sûr, d'un point de vue footballistique, mais aussi d'un point de vue politique. Oui, allez, je pense que le pari est gagné, la qualification en quart est gagnée, est acquise, donc maintenant tout peut se passer. Je note quand même que le vainqueur de ce match de cet après-midi, Mali-Burkina, rencontrera la Côte d'Ivoire. C'est finalement la lutte du rayonnement, la Côte d'Ivoire, de l'image, de la visibilité. Et quand on regarde à l'aune de ce qui se passe sur cette géopolitique du Sahel, eh ben on va rencontrer le Mali ou le Burkina Faso qui ne construisent pas de ponts, qui construisent des murs, qui se retirent de la CEDEAO. Ça va être intéressant de voir comment ça va se passer samedi prochain. Merci beaucoup Romain Grandjean d'être venu ce matin sur ce plateau à la tête de cette agence qui travaille en Afrique et notamment en Côte d'Ivoire. J'imagine qu'une CAN, c'est bon aussi pour les affaires 35 degrés nord. Merci beaucoup. Merci Pauline. On se retrouve juste après la pause avec Damien Coquet. À tout de suite. Voilà, chers amis, j'espère que l'émission était pleine. Nous avons pile d'informations qui étaient assez diversifiées, de bagages extrêmement sérieux. Et problème nous avons là, inflation, affaires finances publiques, comment on a géré Cobla, inquiétude nous capables de gagner, comment nous caler pour nous connaître comment Cob nous a géré. Et nous passer à un sujet sérieux tout, à savoir comment pour construire l'État, comment pour construire la nation. Et de nouveaux cours pour nous mettre dans les écoles haïtiennes, pour nous réfléchir sur ce qui a passé dans le pays aujourd'hui, extrêmement grave, pour nous avoir plus sympathie, haïtiens envers haïtiens, dirigeants haïtiens autour envers les gens qui ont dirigé, les gens qui ont dirigé envers les gens qui ont dirigé. Donc c'est dit que c'est repenser totalement et nous définir à contre football. Nous connaissons que c'est fanatique football, mais moi prochaine que nous regarder la Coupe d'Afrique là, c'est nous attendre assez d'informations et trop bruit fait sur Coupe d'Afrique là, à regarder finale là qui est capable très intéressant pour nous ouais et apprendre comment nous-mêmes que le sport capable un élément non seulement pour mettre pays ensemble, mais pour le faire croissance économique et le développement de manière inclusive. Ciao, à la semaine prochaine.